Bonjour, bonsoir. C'est une coach éminemment reconnue qui nous rend visite à la cour aujourd'hui. Un coach Mada Sangaré est l'invité de la cour. Bienvenue. Oyez, oyez. Oyez. Pour ceux qui se posaient des questions où se trouvent les lunettes du roi, eh bien je les ai cassées. Malencontreusement. Oui. Voilà. Je ne peux pas me dire que je me suis assis sur les lunettes. Voilà, je me suis cassé les lunettes. Et c'est bien dommage. Mais je vous rassure, je vous vois tous. Ouais, tu te permets ça parce que tu as une bonne vue, c'est pas comme nous autres. Ouais, c'était des lunettes de lecture en plus. Donc, après, quelqu'un m'a dit qu'on pouvait les remplacer par des lentilles. Ouais, je peux. Ah, c'est courageux, les lentilles. Moi, je suis myope à -6. Si j'ai pas mes lunettes, j'ai mes lentilles. La première chose que je prends quand je me réveille, ce sont mes lunettes. Moi, j'arrive pas à mettre des lentilles, par contre. Bien pas -6. Oui. Eunice, bonjour, comment allez-vous? Vous voyez tout bien, Jacket? Ben, ça va très très bien. Merci beaucoup. Ouais. Et toi-même? Très très bien, merci. Ok. Annie, bonjour. Bonjour, Brice. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Et toi? C'est ça. Qu'est-ce qui se Yann? passe? Tout va bien, bonjour Brice. Très bien. Ça va? Et vous? Ça va bien. Il 100 mètres sur Mars, lui. Oui, complètement, oui. Mais c'est normal, je suis assis seul ici. Voilà, c'est tout. C'est coach Mada Sangaré qu'on va recevoir, mais après le sommaire. La coach de vie Mada Sangaré est notre invitée pour ce numéro de Pipe Polémique. Son storytelling, ses avis sur le mariage et la vie de couple, autant de sujets qui annoncent un numéro de PPLK riche en débats et en discussions. Ne décrochez pas, Pipe Polémique avec la conférencière Mada démarre tout de suite. À la cour, nous ne faisons pas attendre nos invités, quand en plus, c'est une dame, et en plus, qu'elle est coach, on l'entend maintenant. Bon. Madame. Merci. Voilà. Je viens m'asseoir. Voilà, c'est bon. C'est allé? C'est bon. Bonjour coach. Bonjour, monsieur Brice. Comment allez-vous coach? Ça va bien, merci. Et vous alors? Très très bien. Nous, ça va. En tout cas, toute la cour est très heureuse de vous recevoir. Ah oui, je vois que la cour est assez grande. Merci. Ouais. Avec de belles lumières en plus. Oh là là. Vous êtes une belle lumière, vous aussi. Ah oui, merci. Présenter comme ça, après on n'a juste plus envie de faire de la polémique. Coach, vous êtes magnifique, vous aussi. Alors justement, on va commencer par la première question concernant l'appellation. De vous, on dit coach Mada Sangaré. C'est ça. Le fait qu'on ajoute coach. On obtient ce titre-là, c'est juste une appellation des gars au quartier. Comme... Ben non, moi j'ai eu la chance d'avoir ce nom comme il faut, c'est légitime. Voilà, je fais le métier de l'accompagnement des humains. Donc je suis coach, je suis une coach éthique certifiée et j'ai été formée avant d'ajouter ce coach à mon nom. Donc je suis une experte en coaching. Voilà. Bien. Et comment vient la spécialisation? Parce que vous êtes plus dans tout ce qui est matrimonial. Oui, en fait, au cours de la spécialisation, quand vous rentrez à l'école de coaching, vous avez deux territoires. Il y a le business coach, il y a le life coach. Okay. Le life coach, c'est tout ce qui accompagne les humains. Le business coach, c'est tout ce qui est professionnel. Et moi, je choisis le life coach. Et le life coach, il y a plusieurs pans. Après, je me suis dit, ben, vous savez, lorsqu'on veut travailler, on fait l'étude de projet. On travaille pour certainement accompagner les gens, mais on travaille pour se faire. D'accord. Dans quoi est-ce que je peux réussir unanimement? Et je me rends compte, ben voilà, j'ai choisi le mariage. Tu es jeune, tu le fais. Tu es au milieu, tu le fais. Tu es âgé, tu le fais. Tu es un homme, tu le fais. Tu es une femme, tu le fais. Donc tout le monde passe par là. Exactement. Donc vous voulez pas, vous allez passer par là. Et vous aurez besoin de coach, madame. D'accord. Et j'aime faire l'unanimité. On va en parler. Si, exactement. Alors, justement, hein, pour mener le débat, j'ai notre potin du net qui évoque notre Lady Glams, juste après le jingle. Lady Glams sur deux vidéos que je vous propose de regarder et on va en parler juste derrière. Tout le CT
On ne dit plus Nabo Clément. On dit Nabo Akpi. Vous voyez comment Akpi est rond là. C'est cool là. Nabo Akpi. Merci. Moi, je n'ai pas de parti pris, hein. Je vous ai déjà dit ça. Je m'amusais. On n'est plus libre de s'amuser. C'est quoi? On n'est plus libre de s'amuser. Non, hein. Pardon, hein. Je suis là. Voilà ma main. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je n'ai pas dit nom d'un artiste. J'ai parlé d'Akpi. C'était pour plaisanter. C'est exagéré aussi. On n'est pas obligé de plaisanter. On ne peut plus plaisanter. C'est quoi ça? On ne peut plus plaisanter. Maman Tina, c'est quoi? Bon, je pense que notre Lady Glams joue la carte de celui qui aime bien se moquer et qui ne veut pas qu'on se moque de lui. Il y a quelques semaines, elle avait pris à partie ma bio parce qu'elle estimait que la jeune dame rigolait avec son nom. Aujourd'hui, elle rentre dans la danse, sachant qu'elle a sorti plusieurs vidéos dans lesquelles elle essayait de sensibiliser les jeunes, de leur dire machin. Elle estime qu'elle rigolait, mais bon, c'est pas vraiment la bonne blague, moi, je trouve. Je pense que c'est pas effectivement, c'est même pas le bon moment parce que on connaît les représailles, ils sont sans état d'âme. Je parle de ceux qui exercent ces représailles-là, ils sont sans état d'âme, donc il faut qu'elle fasse attention. Et puis, elle a dit qu'elle plaisantait et tout ça, mais les gens n'ont pas envie de plaisanter avec ce genre de choses-là. Je pense que s'ils le disent, s'ils l'ont interpellé, c'est peut-être parce qu'ils sont sérieux. Donc, on veut rigoler, mais il y a des sujets sur lesquels on ne rigole pas, surtout quand il s'agit de ces deux personnes. Non, mais si on en arrive là, ça devient un peu inquiétant quand même. On parle que de la musique, c'est de la musique, ce sont des artistes, ça sort. Mais oui, c'est des attachements, c'est des aujourd'hui, il y a des surnoms. Dernièrement, on parlait de Roselyne qui avait dit Nabo dans une vidéo. Pourquoi elle n'a pas le droit de dire ça? Pourquoi elle n'a pas le droit de s'amuser un tout petit peu? Non, c'est différent. Avec Roselyne, je l'ai dit sur ce plateau et je le répète, Roselyne est très amie à Didi B. Et j'étais sur la scène du Prémude quand elle était sautée de joie quand Didi B a eu le Prémude d'or avec son gros chèque à la main. Donc je pense que c'était très mal fait de la part de Roselyne de se moquer de son amie. On peut dire que oui, elle dégamme, comme on le dit, et tout ça, c'est pas très sérieux ce qu'elle fait, mais sur la base de l'amitié, je ne me permettrai pas de me moquer d'un ami, je ne me permettrai pas de me moquer de Nice si elle est prise à partie sur les réseaux sociaux. Sur la base du fait que tu es Lady Glamour et que tu es à peu près la maman de tous les artistes de cette génération. Tu tiens compte d'un conseil qui est donné à seulement peut-être moins de 24 heures là, sur faites la peine, ne faites pas ceci. Quand elle sort une vidéo dans laquelle elle dit on ne doit plus dire Nabo Clément, mais Nabo Akpi, qui ressemble à de la moquerie et qui donne le sentiment qu'elle prend parti pour chéter. Tu veux que les gens ça n'a rien à voir. On peut comprendre quand même. C'est une lecture claire qui se fait. On peut comprendre l'écart. C'est vrai qu'on peut ressentir qu'il y a une prise de position. Je prends l'avis de Yann, l'invité sur la question, s'il vous plaît. Alors, il y a deux choses que moi je remarque et je ressens de cette vidéo. C'est d'abord, c'est intéressant de voir Lady Glams commencer à présenter des excuses et puis dire en même temps, je plaisante, jouer la carte de la personne qui veut se dédouaner. Parce que généralement... Elle dit je plaisante, mais elle dit aussi... C'est quoi? On ne peut pas plaisanter? Voilà, oui, ça le dit aussi. C'est là la vraie question. Oui, je plaisante, mais à un moment donné, elle est un peu agacée. Brice, on en parlait. On soit maintenant sur les dents comme ça, chaque fois. Justement, c'est ça. On en parlait hier, en fait. Tel que les choses sont en train d'évoluer, on comprend que tous les acteurs, c'est-à-dire que tous ceux qui doivent intervenir dans cette affaire-là doivent avoir un peu plus de retenue. Ils doivent aller doucement parce qu'on ne sait pas justement le ressenti des gens. On ne sait plus maintenant le ressenti des fans. On n'a plus la maîtrise des fans. Voilà, elle est en train de plaisanter, mais certains gars de la conspiration ont pris la chose à cœur et ils sont en train de lui dire qu'il ne faut pas plaisanter parce que moi j'ai vu certains commentaires qui disaient, on a vu Mabio comme ministre le disait, qui jouait avec Lobo, tu t'es plainte. Là c'est un surnom qui a été donné à un adversaire. C'est pas pareil justement, mais tu vois comment les gars arrivent à réagir, ils vont jusqu'à dépasser certaines limites. Donc à nous les acteurs d'être un peu plus modérés dans nos actions. Alors si vous étiez coach de Lady Glams, vous lui aurez dit, ah je pense que là tu n'aurais pas dû faire, qu'est-ce que vous lui aurez dit? Ben, je ne sais même pas d'abord de quoi est-ce que vous parlez. Voilà, ça c'est pas mon milieu. Donc c'est un peu trop compliqué. Mais je pense que lui, il a ressenti quelque chose que j'ai compris, le ressenti. Voilà, on ne fait pas les choses parce qu'on veut, mais il faut tenir compte des autres lorsqu'on ouvre la langue ou bien on passe à une action. Voilà. Bon, de toute façon, elle a bien compris. Hein. Elle a dit, bon, à un moment donné, j'avais voulu rigoler quelque chose, vous n'avez pas apprécié, je m'en excuse. Même si j'estime que... je plaisante. Je plaisante. Et puis on peut plaisanter de certaines choses. Bon, après, c'est Lady Glams. C'est ça. J'insiste là-dessus. Ouais. Voilà, c'est la Lady Glams. Notre invité a beaucoup de cordes à son arc. Non, peut-être. Non, mais regardez la vidéo, vous m'en direz des nouvelles. Il m'est arrivé de me mettre devant le miroir, de me déshabiller, de me dire, mais qu'est-ce qu'il manque en moi
pour qu'on me bafoue comme ça dans ma dignité, dans mon couple. Je dis Dieu merci parce que cela m'a forgé. Je ne suis plus cette Mada. Je n'ai pas connu d'enfance parce qu'au lieu que mes parents prennent soin de moi, il fallait que ce soit moi qui prenne soin de mes parents. Je n'ai pas connu le bonheur d'un couple. Au lieu que je sois une femme épanouie, on savait que j'avais faim en permanence. Il suffisait qu'on me sorte le pain de la bouche pour que je ne sache plus où aller. Donc on pouvait faire de moi ce qu'on veut. L'incompatibilité dans un couple, quand ça ne va pas du tout, j'ai toujours dit, quand le mariage devient un problème, ça devient une carie dentaire. Il faut l'enlever et balancer. Sinon, c'est des douleurs la nuit, tu vas marcher tout le temps sans t'en rendre compte. Et quand je le dis, les gens me disent, oui, elle encourage les gens à divorcer. Ce n'est pas moi qui ai créé le divorce. Quand Dieu a créé le mariage, il a créé aussi la séparation. Il a tout fait de deux. Quand c'est pas bon, c'est mauvais. Mais quand c'est mauvais, il faut que les gens comprennent qu'il faut pouvoir se séparer à temps, de telle sorte que chacun puisse rattraper sa vie. Chacun a le droit d'avoir un bonheur. Il n'est pas normal qu'une femme fasse souffrir un homme ou qu'un homme fasse souffrir une femme, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est lui le plus fort. Dans l'occasion de revenir sur certaines déclarations de coach Mada, la toute première vidéo, entre le premier extrait et la première partie de l'extrait qu'on regardait, vous évoquez le fait qu'à un moment donné, certaines situations de la vie vous ont conduit à devenir coach. Oui, effectivement, le coaching, c'est aussi une mission de vie, soit par son vécu, ou soit on se surprend en train d'accompagner les autres. Ben, moi, c'est plus le vécu. Ben, de nature, les gens me disent, non, ben, par votre manière de parler, je suis communicatrice de formation. Donc j'ai cette aisance de lever la langue, Dieu me l'a permis. Il a assez rendu ma langue légère. Ben, il y a eu le vécu et autour du vécu, je suis allée chercher l'expertise. Qu'est-ce que vous avez vécu? Ben, comme toute personne qui est à la recherche de son bien-être et qui ne sait pas ce qu'il lui faut pour son bien-être. Voilà. Lorsqu'on ne sait pas qui on est, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on vaut, lorsqu'on ne sait pas encore ce qu'on veut, très souvent, on emprunte des chemins dont on ignore. Ça, c'est la généralité. C'est la généralité. Qu'est-ce que vous avez vécu personnellement? Personnellement, j'ai connu le divorce. D'accord. Personnellement, je n'ai pas eu une tendre enfance. Personnellement, je suis celle-là, voilà, qui a pris la place. C'est-à-dire que mon enfance m'a été retirée très tôt. Voilà. Mais les responsabilités ont grandi. Et puis, ben, voilà, aujourd'hui, parce que lorsqu'on retire l'enfance de quelqu'un, c'est un peu difficile quand même. Voilà. C'est-à-dire, au moment où tu es enfant, on t'inclut la responsabilité de force. Cette transition, c'est difficile, c'est lourd. Est-ce que ce vécu a un impact aujourd'hui sur votre façon de coacher? Ben oui, ça a un impact parce que, vous savez, plus tu as vécu quelque chose, même avec lorsqu'on a l'expertise, parce qu'on peut avoir un background, le rendu est difficile. Okay. Est-ce que finalement on ne tombe pas dans un règlement de compte parce que le passé il est lourd? Ben non, parce que le règlement de compte aurait été que j'en vais au mariage, que j'accompagne les autres à faire souffrir ceux d'en face. Mais au contraire, ma mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les autres à réussir leur mariage. Voilà, donc les dons ont changé. Moi, dans mon cas, c'était la souffrance. Aujourd'hui, moi, j'utilise cette souffrance pour améliorer la conscience des gens, voilà, à réussir ça. Là, par exemple, dans la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, quand vous en parlé. Ce qu'on a vu dans la vidéo, je pensais que vous étiez un peu prise à partie jusqu'au point où vous étiez en train de dire que ce n'est pas vous qui avez créé le divorce. Comme Djeket le dit, est-ce que ce n'est pas une manière de vous venger? Est-ce que ce n'est pas une manière de faire... Le tableau est tel que... Vous avez vécu le divorce, vous en parlez tout à l'heure, coach Mada, et vous conseillez aux gens... Avant même le divorce, l'entrée au mariage, en fait, je dis, est-ce que c'était avec votre consentement? Est-ce que les choses se sont faites de manière conçue dans votre tête, comme de manière idéale, telle que c'était conçu dans votre tête? Est-ce que c'est comme ça que les choses se sont enchaînées jusqu'à ce que vous rentrez dans le mariage? Non, moi je suis rentrée dans le mariage avec beaucoup d'ignorance. Voilà ce que plein de personnes font aujourd'hui, ce qui fait que le taux de croissance en matière de divorce augmente. Parce que, comme j'aime bien le dire, le mariage, on ne part pas pour... Votre entrée dans le mariage s'est fait comment? De manière douce ou de manière forcée?
Ben non, pas de manière forcée. On m'a demandé aussi mon avis, mais seulement ma conception du mariage n'était pas. On vous a pas expliqué ce que c'était que le mariage? Vous n'avez pas eu des tantes autour de vous pour vous expliquer ce que c'est que... Ben non. Il y a des choses que vous auriez voulu savoir. J'ai pas été préparée au mariage. D'accord. D'où aujourd'hui, moi je prépare les autres au mariage. J'ai pas compris ce que c'était le mariage. Pour moi, le mariage, on venait pour prendre. C'est l'autre qui devait définir qui tu devais être, comment grandir, comment réussir. Alors qu'au contraire, c'est pas le cas. Le mariage attend que chacun vienne donner. Moi, je n'avais rien dans mon sac. Comment faites pour être autant sûr de ce que vous donnez comme enseignement si vous-même, ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu? Non, non, ça ne s'était pas passé comme on voulait. Aujourd'hui, les choses se sont améliorées et c'est du vécu, c'est de la réalité. Alors, justement, à propos de ce vécu-là, voilà. Ce que mes camarades peut-être essaient aussi de partager comme idée, est-ce que vous n'êtes pas une forme de chat échaudé pour dire que chaque fois qu'on entend une situation, on dit « non, ben non, pas du tout. Si vous avez constaté, dans toutes mes vidéos, en fait, non seulement j'ai appris ce que c'est que le mariage, je me forme sur le mariage, je me cultive sur le mariage et j'accompagne sur le mariage. Et chaque jour, je me demande si ce que je fais a de l'impact. Et effectivement, à 80%, ça a de l'impact positif. Vous dites que vous aidez les gens à réussir leur mariage. Ouais. J'ai vu une vidéo de vous dans laquelle vous étiez en train de dire que si un mari trompe sa femme, la femme doit rester dans sa bulle, elle doit elle-même trouver ses propres sources de bonheur. Déjà, est-ce que vous vous en souvenez? Je m'en souviens très bien et rarement je me dédie. Okay. Vous savez, dans la vie, qu'on le veuille ou pas, le cerveau a besoin d'un réaménagement mental. Le cerveau a besoin de comprendre les choses autrement pour se redisposer. Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer en quelques mots ce que ça voulait dire? Je vous explique. Tout à l'heure, si je dis, dans cette télé, toutes les femmes qui sont trompées, divorcées, demain, il n'y aurait qu'un mariage dans le monde entier. Sauf vraiment, et ça, c'est rare. Et ça, je le dis, je l'assume. D'accord? En fait, l'infidélité des personnes, les personnes le font parce qu'elles le veulent. Mais très souvent, ne le font pas pour faire mal aux autres. Mais dans leur cursus, les gens se trouvent sur leur chemin. Donc, en posant l'action, ça gêne les autres. En fait, moi, en lisant cette vidéo-là, j'ai eu le sentiment que ça pourrait être une façon d'inciter aussi les hommes à tromper. Parce que si on trompe et qu'en face, il n'y a pas de réaction et qu'on doit rester dans sa bulle, on doit être bien content et trouver sa propre source de bonheur. Pourtant, on se met aussi à quelqu'un, oui, pour donner du bonheur, mais naturellement parce qu'on est humain. À votre avis, vous pensez que vous serez en train de vous plaindre ou pleurer devant votre mari pour qu'il arrête de vous tromper? Votre mari arrêtera de vous tromper parce qu'il a une belle éducation. Parce qu'il a compris que c'est des choses qu'il n'arrange pas lui-même. Il faut que vous soyez réaliste. OK. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas parce que vous êtes trop belle, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes diamantaire, que les hommes feront ce qu'ils veulent. Les hommes ne font que ce qu'ils ont envie de faire. Pourquoi vous dites pas, par exemple, si on vous trompe, vous partez, mais vous dites plutôt, si on vous trompe, mettez-vous dans votre bulle, soyez, trouvez... Mais la bulle, c'est quoi, à votre avis? Vous avez le droit d'être heureuse. Bien sûr. Vous avez le droit de faire un choix de vie. Vous avez le droit de comprendre la vie comme vous voulez. Votre choix à vous, c'est si vous êtes en face d'une infidélité, c'est de vous mettre dans votre bulle et de trouver d'autres moyens d'être heureux. Quand vous dites bulle, c'est pour dire que si vous êtes dans une infidélité, vous acceptez la situation, vous vous mettez dans... Non, c'est pas ce que j'ai dit du tout. OK, qu'est-ce que vous avez dit? Quand je dis que vous êtes en face de quelque chose qui ne vous plaît pas, vous vous retirez d'abord, vous cherchez à comprendre la situation. Est-ce que c'est ce qu'il me faut? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux rester dans ça? Est-ce que c'est ce à quoi j'ai droit? Et quand vous aurez la réponse oui ou non, vous décidez. Moi, j'ai l'impression... Doucement. Vous avez un petit groupé. Ça va aller. J'ai l'impression... D'accord. Vas-y, Brice. Vas-y. Pourquoi parfois vous ne situez pas les responsabilités? Est-ce que ça va être trop difficile à gérer? Par exemple, il y a infidélité. À qui la faute? Mais pourquoi vous voulez qu'on cherche la faute? Le bêtisard sait déjà qu'il est fautif. Mais pourquoi vous ne voulez pas être réaliste? Non, parce que vous pensez que celui qui prend une femme, sachant qu'il a une maîtresse à la maison, qui rentre à l'hôtel, ne sait pas la bêtise qu'il fait, il ne sait pas le tort qu'il fait, il ne sait pas le mal qu'il fait. Mais pourquoi vous voulez qu'on vienne le faire ça et puis demander à qui la faute? Non, mais le fautif est déjà connu. Parce que des fois, certaines personnes, justement, la personne qui tombe se réfugie derrière le comportement de l'autre en face. Oh, non, vous vous flattez. En fait, celui qui commet une bêtise, c'est que ça, c'est une bêtise. Je la commets parce que je veux. Maintenant, ce qui peut ressortir par derrière, soit il peut l'assumer ou ne pas l'assumer. Ce que je comprends, ce que vous avez dit, c'est que justement, il faut assumer ses erreurs. Il faut prendre ses responsabilités devant l'histoire. Bien sûr. Ça, je comprends parfaitement. Mais ce que je ne comprends pas, et ce avec lequel je ne suis toujours pas d'accord, c'est quand je vous entends tout à l'heure avec vos échanges avec Eunice en disant si on te trompe, il faut faire un repli, il faut te poser des questions
pourquoi on m'a trompé, est-ce que l'erreur vient de moi, et trouver une... c'est ce que j'ai compris en tout cas. Je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai compris en tout cas. C'est pas quand je vous précisais rapidement. Je n'ai même pas dit si l'erreur vient de toi, parce que l'erreur est déjà connue, les responsabilités sont situées. Est-ce que c'est ce qui t'arrange ou pas? Et quand tu diras le oui ou le non, tu décides. Tu vas à gauche ou à droite. C'est un temps de réplique, un temps de réserve qui est mieux analysé. Personnellement, est-ce que vous avez déjà vécu un cas d'infidélité et comment vous avez réagi, honnêtement et véridiquement? En général, je suis une personne très posée. Je ne réagis pas à cause de l'indiscipline des autres. Je réagis selon mon ressenti. Est-ce que vous comprenez? Ok. Voilà. Quel était le vôtre alors quand vous avez été devant ça? Moi, je reste toujours calme. Parce que je me dis toujours, celui qui a envie de faire sa bêtise, il le fait. La personne n'a pas besoin de tenir compte de mes émotions. Maintenant, je reste très calme et je décide maintenant de me faire un réaménagement mental. Parce que très souvent, quand ça arrive... Un réaménagement mental qui rime à accepter l'infidélité, c'est ça? Mais le problème, c'est que ce n'est même pas l'infidélité que vous acceptez. Celui qui vous a trompé, vous l'aimez encore. Pourquoi vous voulez vous appuyer sur l'infidélité alors que vous êtes très amoureuse de l'infidèle? Vous aimez l'infidèle, vous êtes amoureux de l'infidèle, vous voulez vivre l'infidèle, vous ne pouvez pas vous séparer de lui et vous allez vous torpiller sur l'infidélité, mais pourquoi l'infidèle lui-même? En fait, c'est ça, il ne faut pas combattre le pécheur, mais il faut combattre le péché. Ben voilà, c'est tout. Donc on divorce, on fait quoi? On reste et on subit. C'est vous qui décidez. Si vous pensez que l'infidèle qui est en face de vous, en tant que coach, non, le coach ne dit jamais ce que vous devez faire. Le coach vous amène à réveiller votre conscience et à faire une prise de conscience. Et après la prise de conscience, vous prenez les résolutions vous-même. C'est la différence entre le coaching et le conseil. Ok. Très bien. Ok. Je vais poursuivre l'émission. Ok. Coach Mada, pendant une dizaine de minutes là au moins, la question du mariage, du divorce a déjà commencé à créer de l'intérêt. Est-ce que vous n'abordez que ça? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de life. Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce que d'autres sujets sont abordés dans vos consultations? Permettez-moi d'expliquer. Bien sûr, il y a la parentalité, parce qu'aujourd'hui, les parents pensent qu'il suffit d'être mère et père. Voilà, être mère et père ne suffit pas pour être parent. Voilà, parent, c'est toute une responsabilité autour de la conception, la venue et la gestion de l'enfant. Voilà, nous gérons cela aussi. Et puis nous gérons les conflits de famille, c'est-à-dire même la grande famille, c'est-à-dire entre frères et sœurs, entre, comment on appelle ça, parents-enfants. Voilà. Et puis, nous apportons aussi... en fait, moi, je suis plus dans le préventif aujourd'hui. Expliquez-nous. Qu'est-ce qu'il faut faire soi-même pour s'accepter soi-même, pour ne pas ouvrir trop la porte pour que chacun pense qu'il peut venir zouker comme il veut ressortir. Il faut que chacun puisse fermer sa porte de telle sorte que seulement quand on toque, vous décidez à qui vous ouvrez ou vous n'ouvrez pas. Ça, c'est le développement personnel. Voilà, développer sa personnalité pour comprendre en fait qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on vaut et qu'est-ce qu'il nous faut pour ce qu'on veut. De façon pratique, comment un coach gère ce genre de questions? Est-ce que les couples sont en face? Est-ce que vous avez des entretiens individuels? Est-ce qu'après il y a des confrontations? Comment ça se gère tout ça? En général, le coaching, c'est sur demande. Voilà, le coach ne dit pas venez. Ce sont les coachs qui sont nos clients, voilà, qui appellent. Et en général, vous tombez sur les assistantes. Voilà, demande à rencontrer la coach. Si c'est un coaching de couple, on ne prend pas le couple en même temps. Non, ce n'est pas trop sage. Voilà, on écoute chacun individuellement. Là, on a cette compréhension déjà de ce qui se passe. C'est-à-dire on a le temps de dénouer le nœud avant de rencontrer les deux. Voilà, pour faire maintenant le coaching. Quelle est la différence entre ce que vous faites comme travail et celui d'un psychologue, par exemple? D'accord. Le psychologue, il rentre un peu dans le traitement. Nous, on ne rentre pas dans le traitement. Voilà. Nous, on fait la prise de conscience. On amène la personne à avoir un certain bien-être, à comprendre d'abord la situation dans laquelle vous êtes. Mais chez nous, par exemple, nous, on ne prescrit rien, mais vous devez passer à l'action ensemble avec le coach. C'est une prescription. Voilà, vous devez passer à l'action. C'est une thérapie. Voilà, c'est pas que vous venez vous asseoir et puis quand je finis de dire, ben voilà, tu te lèves, tu passes chez toi à la maison et puis tu dis non, il y a une certaine coach là-bas qui va faire la magie. Non, ça n'existe pas. Non, vous devez passer à l'action. Est-ce que ça, voilà, cette conception-là n'a pas été véhiculée à un moment parce que justement, on reprochait aux coachs d'avoir influencé des personnes sur leurs décisions et que les personnes attendaient des coachs justement. Oui, ma coach, bon, je vais prendre un exemple plus important. Fénix m'a fait un truc, comment je dois réagir? Non, ça c'est le conseil. Il faut voir pourquoi je dis le coaching n'est pas le conseil. Voilà, le conseil en fait, c'est peut-être le vécu, la petite sagesse que la personne a sur la situation bien définie. Mais le problème c'est que vous restez dépendant.
Quand vous êtes dans le conseil, vous restez dépendant. Alors qu'en coaching, vous avez cette sensation voilà, de décider vous-même. Alors, la vraie question que certaines personnes se sont posées, c'est est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que les coachings sont importants, par exemple, pour la stabilité d'un couple? Est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui? Je fais un petit tour de table et je termine par l'invité. Alors, moi, je pense que... Anif. Pas vraiment. Écoute, je pense. Aujourd'hui, c'est vrai que les coachs ont pignon sur rue, tout le monde en parle, tout le monde est coach. On a l'impression que c'est un peu un fourre-tout, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que c'est vrai que nos parents n'ont pas suivi de cours de coaching, ils n'ont peut-être pas une certification qui les rend plus coach que les autres, mais je pense qu'on pourrait quand même s'appuyer sur eux au lieu de chercher toujours à avoir un coach. Ou alors, tu vas voir directement un psychologue pour te donner des informations, te donner pour guérir ton couple. Mais franchement, c'est un avis, je ne pense pas. Moi, je vais aller simplement sur des statistiques. Aujourd'hui, elle a même dit, la coach sur ce plateau, le taux de divorce a augmenté et pourtant le nombre de coachs est multiplié par 20 000, j'ai envie de dire. Et pourtant, nos parents qui avaient réussi à faire 30, 40, 50 ans de mariage, ils n'avaient pas forcément recours à des coachs. Moi, j'estime que c'est une question de sensibilité, de vision qu'on a de soi-même, de sa capacité à. Il y a plein de personnes qui généralement, en tout cas les personnes qui généralement vont consulter ces coachs-là, ce sont des personnes qui n'ont pas des capacités de décider, je dis généralement, donc qui ont besoin d'un accompagnement. Et si on est assez mature comme on devrait l'être pour entrer dans un mariage, on n'a pas nécessairement besoin d'un coach. Moi, je pense également, hein, comme quelqu'un disait, si on veut une démocratie moderne, il faut des outils modernes. Est-ce que ce sont des nouveaux métiers qui ne sont pas nés du fait de nouveaux comportements qui nécessitent justement ces coachs-là, vous me dites? Exactement, exactement. Il y a des nouvelles donnes qui se mêlent au jeu aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux qui n'existaient pas avant. Il y a plein de plateformes où plusieurs personnes lisent des choses qu'ils ne comprennent pas forcément. Et puis après, les couples sont dans des problèmes. Ils ont aussi besoin d'espace neutre. Ils ont besoin d'avis et de regards extérieurs aussi pour leur apporter conseils, direction, comment évoluer et tout ça. Et c'est important pour un coach qui est bien formé, qui est expert aussi dans le métier, de leur apporter ça. Parce que tout seul, de toute façon, ils se sont mis tout seuls dans le problème. Et ils ne vont pas forcément, en tout cas pour la majorité des cas, arriver à trouver le nœud du problème et s'en sortir. Donc si le coach est bien formé, qu'il est expert, il peut les amener à aller sur le droit chemin. Et pour apporter un additif à ce que Djeket dit, effectivement, on a toujours besoin d'une troisième personne, d'un troisième œil pour essayer de mener à bien la résolution de certains problèmes. Elle a dit tout à l'heure, elle est spécialisée en situation matrimoniale et aussi en parentalité. Voilà deux aspects qui sont plus importants dans les couples. Quand généralement, il y a un problème dans le couple, les deux parents n'ont pas la possibilité, la capacité de voir au-delà du conflit qui existe entre les deux. Alors qu'au-delà du conflit, il y a aussi les enfants qu'il faut apprendre à gérer. Et voilà, c'est en ce moment-là que le coach rentre en scène parce qu'il permet justement au couple de pouvoir prendre du recul, briser la monotonie et puis visualiser d'autres problèmes. Et pour compléter rapidement, c'est que le coach aussi introduit ce qu'on appelle la méthode. C'est-à-dire qu'on peut voir d'autres personnes, ce que les parents n'ont pas forcément. Je respecte évidemment la vie et la sagesse des parents, mais je vais dire avec le coach, on a la méthode, on a l'évolution. Il y a des personnes qui disent, c'est mon couple, c'est mon foyer, c'est ma vie, quelqu'un d'autre ne va pas se lever pour venir dire des choses dedans. Sauf que les psychologues, comme elle a dit, justement, ils viennent pour guérir. Là, on est en train de parler d'une résolution de problème, d'une résolution de mais le psychologue, il va diagnostiquer, il va te faire un diagnostic, il va poser la main sur le problème aussi, et il va te donner une thérapie à suivre. En fait, c'est ça. Très bien. Tout comme le coach va te donner des conseils que tu pourras suivre et puis essayer de trouver. Il va te mener à être dans l'action, par exemple. Alors, voilà un débat qui se mène. De toute façon, vous avez compris, clairement, les hommes sont d'un côté, les femmes d'un côté. Je ne sais pas pourquoi. Naturellement, ça s'est fait comme ça. Comment vous appréciez tout ça, justement? Non, mais moi, je comprends parfaitement parce que lorsqu'on ne connaît pas un métier, lorsqu'on ne maîtrise pas le cadre d'un métier, c'est normal qu'on ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Quand on parle des parents, ce que vous n'avez pas compris, c'est que avant, c'était plus la génération 4.G. La tradition était de mise, la religion était de mise. Un parent ne pouvait pas se permettre de décider sans que son autre parent ne lui dise « fais ça ». Et vous pensez que vous avez cette emprise aujourd'hui sur vous, mais votre personnalité et les personnes qui sont autour de vous. Aujourd'hui, par exemple, il y a des familles, avant de se marier, c'est le grand-père ou le père qui allait checker pour savoir cette famille vit comment, cette famille fonctionne comment, cette famille a quelle lacune. Mais aujourd'hui, c'est pas ces mariages qui se font là au bord de la route, dans un restaurant, autour d'un champagne, autour d'un poulet braisé, autour d'un attiqué. Est-ce que vous estimez que vous les avez remplacés alors, vous, en tant que coach? En fait, je ne me dis même pas que je remplace les parents. Les parents, c'est autre cadre. Okay. C'est trop important. Mais en général, je me dis que les filles sont des tueuses de parents. D'accord, les filles. Oui, cette nouvelle génération, vous qui ramenez vos affaires de couple que vous ne maîtrisez pas, vous êtes des tueuses de parents. Ah, donc plutôt que de les ramener à nos parents, on doit les ramener chez vous. Parce que vous savez quoi?
Chez nous, par exemple, moi, je n'ai pas la résonance. Okay. Moi, mon enfant vient se plaindre à moi, c'est 10 fois la douleur. Mais quand un coach arrive, c'est son problème. À lui, ce n'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas la résonance. Moi, je ne peux pas perdre mon énergie à travers le travail de quelqu'un. Donc, tout de suite, je ne rentre pas dans l'interprétation ni le jugement. On ne peut pas utiliser un parent sans qu'il n'ait le jugement ni l'interprétation. Et vous pensez qu'un mariage peut se faire sur l'interprétation? Vous pensez que vous allez venir vous plaindre d'un mari à votre maman, vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de courir sans qu'elle ne prenne parti pour vous. Attends, il y a un cordon ombilical qui vous lie. Et dès le moment où on prend parti, on ne peut plus résoudre le problème. Très souvent, la personne qui coule, c'est la personne même qui est le problème dans la vie de couple. Mais comment ça marchait avant, coach, où on venait effectivement pleurer dans les mains de nos parents, qui n'étaient pas objectifs, mais les choses marchaient? Mais en général, les parents, ça dit que moi, je les appelle des super génies. Parce qu'ils amenaient à créer quelque chose dans ton subconscient qui te donnait un espoir illimité. Qu'est-ce qui s'est brisé aujourd'hui, alors? Aujourd'hui... Qu'est-ce qui a brisé tout cet espoir illimité? En fait, c'est l'éducation même, entre parents et enfants. Avant, moi, j'imagine ma mère et moi, il n'y avait pas de télé. Il n'y avait pas de téléphone. À chaque fois qu'elle devait me parler, elle me regarde dans les yeux. Elle avait le temps de déposer des choses dans mon subconscient. Mais aujourd'hui, mon enfant est sur la tablette. Vous pensez qu'il a le temps de me regarder dans les yeux pour que je lui dise ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire? C'est pas perdu en même temps. C'est pas aussi perdu que ça, mais que vous le vouliez ou pas. L'environnement. À l'école. Il y a 20 ans, c'était inimaginable qu'à 8 ans, vous veniez dire à votre parent. Vous êtes d'accord qu'avant, un jeune homme ne pouvait pas se permettre qu'on le surprenne dans l'infidélité. Mais ça, il est foutu dans la famille. Et par son père et par sa mère. Mais il y a des pères aujourd'hui qui disent à leur fils, ouais, ben, c'est un homme, tu ressembles à ton père, tu sais quoi. Mais tu tombes sur quelqu'un comme ça, avec qui tu te maries, à qui son père dit, ben, tu sais que tu es un homme. Mais c'est ça, ça te représente bien. Et tu t'attends à quoi? Avec aujourd'hui ces mariages entre interreligions, interethnies, intercoutumes, mais il y a trop de clash. Moi, j'aime bien l'apport des coachs, mais est-ce que finalement, les couples ne devraient pas eux-mêmes apprendre à résoudre leurs problèmes? Et la meilleure façon d'apprendre à résoudre les problèmes, que le petit garçon et la petite fille soient préparés au mariage. Et tant que les parents ne se mettront pas dans cette position, au lieu de dire à la fille des conseils comment se tenir, il faut la préparer au mariage. Le mariage, ce n'est pas seulement préparer et faire des nuits chaudes et dormir et faire des bébés. Mais est-ce qu'ils ont envie de se marier? Le chapeau du mariage, justement, l'envie ne suffit pas pour se marier. Le chapeau du mariage est trop grand pour nous, c'est une question d'envie ou d'amour. Est-ce que ramener tout ça au coach ne rend pas finalement certaines personnes accro, je pèse mes mots, accro au coaching? Parce qu'on a des personnes qui aujourd'hui ne sont même plus capables de prendre des décisions si elles ne vous ont pas. Non, c'est que ces personnes n'ont pas fait de bon coaching. Quand tu rentres dans un coaching réel, un package réel, avec une méthodologie, avec les outils qu'il faut, quand cette personne sort de là, c'est une personne autonome. Alors justement, si vous rendez cette personne, pas vous, si le coach en question dont on parle rend la personne autonome, il perd un client. Parce que n'oublions pas que tout ça, c'est rémunéré. Moi, mes clients ne reviennent pas deux fois. Après le package, c'est fini. Il y aura toujours des nouveaux cas. Ça veut dire quoi? Vous passez à autre chose? Ça veut dire quoi? Non, mais quand je finis avec elle, je passe à autre chose. Parce que dans ma méthodologie, dans ma charte de coaching qu'on m'a formée, je ne dois pas être un bourreau. Mon client ne doit pas être dépendant de moi. En ce moment, je ne suis pas encore dans l'expertise. Quand je finis le package, en général, ce sont des personnes déjà qui comprennent, qui ont reçu leur équilibre, et puis qui ont maintenant toutes les forces. Une situation de coaching, par exemple, de couple, enfin de difficultés dans un couple, en consultation, en traitement, bon, je vais dire ça comme ça, peut durer combien de temps? Ben, ça dépend. En fait, comme elle a bien dit, il y a des personnes qui ont, soit par inconscience ou par conscience, ont développé leur personnalité rapidement. Mais seulement se retrouvent dans une situation, qu'on le veuille ou pas, on est tous humains. On peut se retrouver en face d'une situation, soit peut-être qu'on ne maîtrise pas tout, ou on ne comprend pas beaucoup. Donc quand ces personnes arrivent, mais en 2 séances, 3 séances, tout de suite, la personne a le déclic. Mais il y a des personnes, ce n'est pas le cas. Ce sont des personnes qui sont encore, qui doivent éclore. Est-ce que vous avez déjà envoyé certains de vos clients vers des psychiatres, par exemple? Bien sûr, dès que la psychologues. Oui, dès que tu rentres dans le cadre de la dépression, tout de suite, moi, je lève la main, tu vas vers un psychiatre ou un psychologue. Deux choses. Parce qu'aujourd'hui, les coachs sont un peu les bras séculiers. Est-ce que ce sont les prolongements, par exemple, des parents? Vous considérez ça? Non, nous ne sommes même pas le prolongement des parents. Ce n'est pas possible. Parce qu'être le prolongement des parents, c'est encore chuchoter l'enfant, c'est encore accompagner l'enfant, c'est pas dire les choses exactement, c'est pas amener l'enfant à prendre certaines responsabilités, même si ça fait mal. Le parent est protecteur. Oui. Le coach n'est pas protecteur. Comment, la prochaine question, ça va aller rapidement, comment on reconnaît un bon coach? Comment on ne se trompe pas de coach? En fait, en général, par humilité, il serait bien parce que moi, par exemple, j'ai un superviseur.
où chaque 3 mois, mes dossiers de coaching sont déposés, les numéros sont là, où on appelle les coachés pour demander. Tu es rentré en coaching dans quel état et tu en es ressorti comment? Voilà. Aujourd'hui, comment tu te sens? Quel risque on a quand on est coach? Ouais, on est menacé. On n'a pas le temps souvent. Et puis, ben, il y a des nuits où tu t'amuses à prendre ton téléphone à 1 h du matin. Ben, voilà, la nuit est gâchée. À côté de vous, vers 2020, à côté de vous, vers 2020-2021, il y a eu une infusion. J'ai envie de dire, il y a eu énormément de coachs qui sont apparus sur les réseaux sociaux. Comment vous avez vécu ce chapitre? Ben, qu'est-ce que vous voulez? Il faut toujours qu'on apprenne quelque chose quelque part. Voilà, en Côte d'Ivoire, certainement, les gens étaient encore dans l'ignorance où un petit groupe savait ce que l'existence des coachs. Ben, cela a permis de savoir, en fait, de faire connaître le métier. Okay. Très bien. Ben, c'est tant mieux. Tant mieux. Très bien. Vérité par l'image, j'aurais une autre question. Je ferai ça après, la vérité par l'image. On proposera des images quand vous me direz ce qu'elles évoquent en vous comme action. Voici la première image, coach Mada Sangaré, vous me direz, voilà, Amonchik et... Ah oui, la coach Caviar et puis ma fille Lady Sonia. Laquelle de ces deux coachs-là, Jamila, pardon. Laquelle de ces deux coachs-là se rapproche le plus de vous dans son coaching? Ma sœur Amonchik, j'ai eu cette occasion de la voir lors des funérailles de sa maman, une belle personne. Elle est plus dans le conseil. Okay. Elle est plus dans le conseil. Voilà, Nel Jamila, effectivement, elle est plus dans le coaching. Voilà, il faut faire la différence entre le conseil et le coaching. D'accord, donc vous vous retrouvez plus en Nel Jamila qu'en coach Amonchik? Je me retrouve aux deux. À un moment donné, elle était quand même un peu prise à partie. Je me retrouve aux deux. Là où tu m'as amené là, tu n'as pas m'accompagné là-bas. Certaines personnes estimaient que, sauf si ça a changé aujourd'hui pendant qu'on parle, certaines personnes estimaient qu'elle n'avait pas de vie, qu'elle n'était pas mariée. Pour être franche, les thèmes qui étaient utilisés. Nel Jamila? Oui, c'est ce que j'ai dit, sauf si ça a changé aujourd'hui. Mais elle donnait quand même son avis sur la vie de couple et tout ça. Est-ce que c'est possible d'être coach, d'être spécifié sur ce sujet-là alors qu'on ne le vit pas? Oui, ben, le coaching, c'est un métier. On ne réussit son métier que de par son expertise qu'on vaut et non ce qu'on est. Je vous dis que c'est un métier. On n'a jamais dit que le président de la FMI devait être marié ou non marié avant d'avoir l'expertise économique. Et c'est la même chose en coaching, s'il vous plaît. Soyez indulgent. OK. OK? Voilà. Juste Crépin, c'est mon bébé à moi, ça. Et lui, c'est mon formateur, Jean-François Yoma. Et mon superviseur. Ah, c'est le superviseur dont vous parliez tout à l'heure. Oui, c'est mon superviseur. Est-ce que Juste Crépin Gondo est un coach? Non, Juste Crépin n'est pas encore un coach. D'accord. Voilà, un beau influenceur. Et c'est quelqu'un qui arrive à se mettre dans le cerveau des gens et à l'oxygéner. Il est dans le conseil aussi ou... Il est dans le conseil. D'accord. OK. Aujourd'hui, presque tout le monde peut être dans le conseil. Tout le monde peut être conseiller. Tout le monde peut être conseiller, mais tout le monde ne peut pas être coach. OK. Voilà. Prochaine image, s'il vous plaît. Francis Mvemba. Et Coco Emilia, sur cette question-là, dans la préparation de l'émission, nous nous sommes dit, voici un cas pratique. Nous allons poser des questions. Quelles sont, selon ce que, si vous avez peut-être eu vent de comment les choses se sont déroulées, et quelles ont été peut-être les forces et les faiblesses d'un tel couple? C'est un couple de célébrités, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi. À l'analyse peut-être de la situation de tête comme ça, qu'est-ce que le coach aurait pu dire? Ben, vous savez, le coaching ne peut pas se faire comme ça, en regardant que des gens... C'est pas de la voyance, en fait. Parce que le problème qui se pose, c'est que ce que vous voyez et ce que les gens vivent, c'est deux choses à part. C'est comme une femme vient s'arrêter tout de suite pour dire « mon mari a cassé mes côtes ». Vous la verrez en plate, tout de suite le mari est condamné. Mais lorsqu'on rentre dans l'écoute active, dans la reformulation et les questionnements, vous allez comprendre pourquoi c'est arrivé. Je vais poser une autre question. Alors, est-ce qu'un couple fait de deux stars a plus de possibilités de se fragiliser ou de se casser plutôt qu'un couple fait de personnes lambda? En général, lorsqu'on est des personnalités publiques, la vie n'est pas pareille comme une personne lambda qui est posée, qui peut décider de ses heures, ses moments de qualité avec son épouse et autres. Ben voilà, lorsqu'on a beaucoup de notoriété, il faut vraiment comprendre d'abord pourquoi on se marie, à qui on se marie, avant de pouvoir vraiment vivre ensemble, parce que les deux ont une vie déjà de célébrité. Donc déjà, qu'on le veuille ou pas, le cerveau, il retient leur célébrité comment? Puisque le mariage, en fait, c'est plus avec le cerveau, le cœur et le corps. Voilà, leur cerveau retient les célébrités comment? Leur corps retient les célébrités comment? Et puis leur cœur retient leur amour comment? Et ça, si ce n'est pas vraiment compris, ça va être difficile. Très voilà. Bien. Merci coach, on va sortir du vérité par l'image. Et la question que je voulais poser avant qu'on y entre était aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un support
importants utilisés par les coachs aujourd'hui dans l'utilisation de enfin, de l'exécution de leur travail. Est-ce qu'on n'a pas envie de dire que les réseaux sociaux sont aussi la cause des raisons de l'utilisation des réseaux sociaux pour résoudre les problèmes, finalement? Ben non, c'est comme la 3 utilise les réseaux sociaux pour avoir ses 2 millions de followers, pour être connu, pour être bien suivi, pour faire son chiffre d'affaires. Mais c'est car vous n'allez pas reprocher ça aux autres. Les réseaux sociaux, c'est une plateforme qui peut être positive comme négative. Maintenant, vous qui y allez, vous choisissez où vous allez. Nous sommes là-dessus, c'est vrai, pour nous faire connaître. C'est normal. C'est une marchandise que je vends. Quand je le dis, ça choque les gens. C'est mon métier. Je vis de ça, je paye ma maison, je m'entretiens avec ça. Le jour où vous apprenez qu'elle fait de la marmaille, c'est sur les mêmes réseaux que vous allez sortir pour dire « Ah, elle nous fait croire qu'elle est comme ça », alors que ce n'est pas le cas. Vous avez déjà entendu ça? C'est mon métier, oui, c'est mon métier. J'ai payé des millions pour me former. Et ce n'est pas là que je me fais connaître, et ce n'est pas là que les gens passent. Et les gens se font au-delà de ce qui est mercantile, ce qui est commercial, est-ce qu'il y a une forme de responsabilité morale qu'on aborde quand on est coach dans le succès ou l'échec de mariage? D'accord, en fait... Parce que je suppose que, honnêtement, vous me direz, par exemple, je continue la question, que tous les cas que vous avez suivis ne sont pas soldés par des succès. Il y a eu peut-être des échecs. Ben non, on a même accompagné des gens de séparation saine, un divorce sain. D'accord. Ah oui, le coach, c'est pas seulement Est-ce que vous portez une forme de responsabilité? Non, moi, je ne porte pas de responsabilité. Vous venez avec vos problèmes, on les résout. Et quand le problème est résolu, ben voilà, c'est bon. Quand il n'est pas résolu? Le problème ne peut pas être résolu. Même le fait qu'on décide de se séparer, c'est la résolution. Mais qui décide de la séparation dans ce cas-là? Ce sont eux. Ils sont venus avec leurs problèmes, ils viennent avec leurs problèmes. À la fin, ils se rendent compte que ça ne peut plus marcher. Souvent, il y a un cas qui ne veut pas, mais il faut amener l'autre camp à comprendre en fait et réellement le pour et le contre. Peut-être le code devait plutôt aller dans le sens du règlement aussi. Hein. C'est vrai qu'on vient... Le problème, c'est qu'en général, quand on cherche à voir le coach, c'est qu'on veut résoudre le problème. Mais le coach les on ne vient pas voir le coach pour dire non, je vais divorcer. Et pourquoi le coach les accompagne à la séparation alors? D'accord. Lorsque vous arrivez, l'intention c'est coach, je vais divorcer. La personne veut souvent comprendre si sa décision de divorce est la bonne. Vous savez, les grandes décisions que vous ne voulez pas, ne vous flattez pas, c'est difficile. Les grandes décisions, c'est difficile. Non, ne pensez pas que vous êtes trop intelligent lorsque vous êtes devant une situation un peu trop complexe. C'est là, en fait, où on a besoin d'une oreille neutre, qui ne part pas trop dans ton sens et qui ne part pas dans le sens de l'adversaire. Et quand ce moment-là arrive, la personne pose le problème. Maintenant, pourquoi tu veux divorcer? Tu es sorti d'où? Tu es arrivé jusqu'à où? Pourquoi tu veux divorcer? Et ce divorce que tu veux faire, les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qui va? Mais quand on finit de faire ce check-up, la personne se rend compte effectivement que la décision que je vais prendre est la meilleure. Vous ne tentez pas une conciliation? Une chose est de prendre la décision, une chose aussi est de savoir faire la séparation. Vous ne tentez pas une conciliation des deux parties? C'est après tout ça en fait. Okay. C'est après tout ça que les deux se disent vraiment, parce qu'après, vous partez en réflexion hein, et les deux se reviennent. Nous avons décidé que ce n'est pas la peine. Est-ce qu'on ne pose pas le problème de la neutralité du coach là en ce moment? Parce que tu écoutes chacun à son tour. Et pourquoi tu ne prends pas parti? En fait, je l'ai toujours dit, il y a 3 sortes de divorces. Il y a le divorce par ignorance, il y a le divorce par suffisance, il y a le divorce par salut. Quand c'est un divorce par salut, vous décidez, ben voilà, on vous met devant le fait accompli. Mais souvent, quand vous voulez divorcer par ignorance, à partir du coaching, vous vous rendez compte que vous avez une grosse ignorance et qu'il y a des choses que vous pourriez rattraper, que le divorce n'en vaut pas la peine. En ce moment, les cerveaux se réveillent. Et puis, ben voilà. Est-ce que vous mettez en pratique exactement tous les conseils que vous donnez aux personnes qui vous consultent? Je ne donne pas de conseils. Je dis le type de... Je vais vous donner un exemple, peut-être ça va nous aider à mieux comprendre. Vous rencontrez une femme qui est venue vous voir pour un problème précis que vous peut-être traversez en ce moment aussi. Est-ce que le conseil que vous donnez à cette dame-là, c'est le même conseil que vous appliquez? Et c'est la chance d'être rentré à l'école de coaching. On appelle ça la résonance. De telle sorte que tes problèmes ne reflètent pas sur ce que les autres viennent dire. C'est la différence. Vous êtes formé à... Voilà, à ne pas avoir de la résonance, à faire la part des choses entre coach Mada et Mada Sangare. Je reviens sur la question des échecs, hein, c'est peut-être la seconde fois. À quel moment un coach peut estimer avoir échoué sur un cas? Ben, et effectivement, ça arrive des moments où vous vous rendez compte que le couple qui est là, parce que comme je l'ai dit, c'est passé à l'action. Souvent, vous pouvez avoir 2 personnes en face de vous et puis il y a une de ces personnes qui refuse totalement, malgré tout le boulot que vous mettez en place, refuse totalement la prise de conscience. Alors que vous voyez une personne assez bien à côté, qui a fait tellement d'efforts pour être là, ça aurait pu ne pas être là. Mais comme on ne se marie pas seul, c'est ça aussi le gros problème.
La personne qui est en face te dit niet, je ne veux pas, parce que la personne pense avoir choisi une autre vie meilleure. Et la personne, tu fais tout, mais malgré la mise en conscience, la personne refuse, parce que c'est ça aussi. Est-ce que souvent le coach est en opposition à des influences de votre patient? La religion, la famille, face à vous par exemple. Vous dire, je vous présente un cas, vous me donnez les conseils qu'il faut, et puis à côté de ça, il y a d'autres personnes, il y a d'autres influences qui viennent combattre un tout petit peu ce que vous proposez. Ben oui, en général, vous savez, quand une personne arrive et parle de divorce, la personne a la famille sur le dos, la personne a ses responsabilités sur le dos, la personne a ses émotions sur le dos, la personne a ses enfants sur le dos, la personne a ses amis sur le dos. Effectivement, quand ces personnes-là arrivent, souvent, c'est quand même compliqué, surtout quand c'est des personnes qui n'ont pas bien développé leur personnalité, parce qu'il faut les amener d'abord à avoir confiance en elles, avant de les amener à décider. Donc, ce petit temps-là, où vous êtes en train de développer la personnalité de cette personne, et lorsque cette personne s'appuie encore sur d'autres personnes par derrière, c'est difficile. Mais quand ce moment-là arrive, vous êtes obligé de demander aux Je prends sur moi 30 secondes, peut-être de mon temps de parole, pour cette question-là. Il y a des jeunes qui divorcent. On estime que le mariage n'a pas été suffisamment préparé. Il y a des personnes après 30 ans qui divorcent. Qu'est-ce qu'on dit en général? Est-ce que ces personnes font partie de vos patients? Ben oui, vous verrez des personnes qui ont eu 30 ans de vie commune, mais en fait, qui ont fait leur monde sans eux-mêmes. Et quand ce moment-là arrive, forcément, vous verrez une dame de 60 ans qui a cette impression de ne plus reconnaître son mari, qui a cette impression de ne plus vivre sa vie de couple, qui a cette impression d'être ignorée parce que tout simplement, inconsciemment, elle était déjà dans trop d'efforts. Elle a tellement donné que c'est aujourd'hui que son subconscient éclate pour dire « ça suffit, moi je n'en peux plus ». Coach Mada, vous êtes dans la tête des gens peut-être, mais nous allons vous proposer notre détecteur ici. D'accord. Essayez de savoir si tout ce que vous nous dites est vrai. C'est parti. Coach Mada, vous allez avoir droit à 5 questions. D'accord. Notre ordinateur va analyser vos réponses. Vous avez juste le droit de dire oui ou non à chacune des questions que vous allez entendre. Et des couleurs viendront vous donner le ressenti de notre ordinateur. Le rouge pour dire il n'est pas d'accord. L'orange pour dire il est dans le doute. Et le vert pour dire je suis d'accord avec le coach Mada. D'accord. Êtes-vous prête, coach? Oui, on y va. Voici la première question. Coach Mada Sangaré, avez-vous déjà conseillé un couple sans être totalement sûr de la solution? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Êtes-vous prête à pardonner l'infidélité? Oui. C'est deuil. Deuil. Avez-vous déjà regretté une solution proposée à un couple? Non. Arrivez-vous à vous départir du coach que vous êtes dans votre vie de couple? Bien sûr. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Avez-vous déjà été l'objet de menaces? Bien sûr. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Bon, alors, coach Mada, merci beaucoup d'accepter de vous prêter au jeu. Vous allez avoir l'occasion de préciser un certain nombre de vos réponses dans notre interrogatoire que maintenant. Coach Mada, vous êtes remarié? Oui, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie aujourd'hui? Ben, ce qui a changé, c'est que je suis tout moi. Vous êtes? Je suis tout moi. Vous n'étiez pas tout vous? Non, non, non. Ah bon? Ouais, ben voilà, ce n'est plus cette petite fille, je suis maintenant une femme. D'accord. Voilà. En d'autres termes, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous retrouvez aujourd'hui qui n'existait pas dans votre vie passée? Ce qui a changé, c'est que j'ai compris qu'on vient pour donner au mariage. Et que mon devoir passait avant mes droits. Aujourd'hui, ça a changé totalement. Et j'ai cette grande maturité. Voilà. Aujourd'hui, vos droits passent avant vos devoirs?
Dans le mariage, oui. Le devoir, il passe avant le droit, ne vous flattez. D'accord. On n'est pas d'entreprise. C'était juste pour savoir. C'était juste pour comprendre. Voilà, la gestion humaine, il faut que le devoir passe avant le droit. OK. Aujourd'hui, ce mariage, comment vous le prenez? En fait, je vis ce mariage selon ma conception du mariage, le bien-être. D'accord. Le bien-être de qui? De vous? Du mariage en lui-même? De votre époux? De qui? Le bien-être de moi. Vous passez en premier, moi, je recharge ma batterie et je contamine. Ça veut dire que quelque part, vous êtes devenu, enfin, vous êtes un peu égoïste, vous cherchez votre propre plaisir, votre propre bonheur avant de partager. Voilà, le blanc lui-même, il n'a pas mis l'égoïsme dans le dictionnaire. C'est important à un certain moment d'être égoïste. Et plus on est égoïste, on a le temps de se recharger et après rentrer dans la générosité. En général, vous demandez à vos clients de rester avec vous, c'est-à-dire de vous écouter, de ne pas faire fi des propos de la société. C'est-à-dire si vous accompagnez quelqu'un et que vous êtes à fond avec cette personne-là, vous ne lui demandez pas d'écouter des conseils autour, des amis, des parents. Non, ça biaise. C'est fatigant d'ailleurs. C'est fatigant, ça biaise. Parce que imagine, tu as une femme qui te dira, je lui dis, aujourd'hui, tu vas commencer à maîtriser ton ressenti, tes émotions. Et elle vient dire non, ma copine m'a dit de demander à mon mari hier ce que j'ai vu là, donc je n'ai pas pu me maîtriser, j'ai demandé, mon mari est fâché, il est reparti encore. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai 3, 26, 24, 12, 14 ans. Des filles? Non, non, un garçon, une seule fille. D'accord. Vous vous transformez en coach quand vous parlez à vos enfants ou vous restez la maman? Comment ça se passe? Je partage les deux parce que... Là, ça ne biaise plus? Non, non, ça ne biaise pas. Parce qu'arrivé à un certain moment, il faut se départir du corps de maman pour que l'enfant puisse avoir l'oreille assez attentive pour parler. Parce que quand on est mère, il y a certaines vérités qu'on a des difficultés de parler aux enfants. Mais quand je ressors carrément, que je le veuille ou pas, tôt ou tard, je ne serai pas là. Vous avez déjà été... Vous avez déjà manqué d'écoute dans votre travail? Vous avez déjà manqué d'écoute? Vous avez déjà négligé l'intimité émotionnelle de vos clients? Ah non. Vous êtes parfaite. Dès que je sors de l'écoute et que je néglige le ressenti du client, c'est fini. Le travail ne peut plus se faire. Votre travail, vos clients sont toujours partis satisfaits? En général. Il n'y a jamais eu de couac, en général? En général. Donc ça veut dire que... oui, mais souvent, c'est un peu difficile parce qu'il y a des personnes qui sont elles-mêmes et qui refusent d'être leur vraie version et qui pensent que ce qu'elles sont, c'est ce qu'il faut. D'accord. Mais voilà. Ça m'amène à vous demander les failles dans votre façon de travailler, les erreurs que vous avez déjà commises. Est-ce que vous avez déjà été insatisfaite? Est-ce que vous êtes déjà sorti d'une thérapie en vous disant « là, j'ai échoué ». Il faut que je reprenne. Oui, effectivement. Pas forcément échoué. Tu te rends compte que le package, il est fini, mais vous, le client et toi, vous êtes suspendus. Alors que le client n'a plus assez de moyens. C'est-à-dire que vous avez développé une certaine affinité? Non, non, non. D'accord. C'est ce qu'il faut éviter surtout. Il faut éviter surtout d'être l'ami de ses coachés. Parce qu'on ne coache pas les proches. Dès qu'il y a une affinité qui s'installe, tu ne peux plus coacher la personne, tu lèves la main. Voilà, à un autre. Votre mari n'a pas peur de vous? Ben non, il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que je suis... Il ne vous redoute pas? Vous voyez comment je ris? C'est comme ça que je suis chez moi. L'humour passe avant tout. Mais parfois, ce rire peut être un sourire de façade. Absolument. Avec nous, non, pas? Non, pas du tout. Parfois, on sourit quand on veut sortir quelque chose qui va faire mal à celui qui est en face. Il sait que quand on fait un rire jaune et puis... il sait que quand je m'attaque à ma femme, c'est le but et puis la balle au centre. On repart encore. Donc, vous répliquez? Ah oui, c'est clair. Je suis moi, j'ai du sang qui coule dans les veines. Voilà, tu as un obstacle, je t'allume un peu et puis après, on passe à autre chose. Est-ce que le mariage vous a beaucoup guéri? Vous avez été l'objet de menaces, vous avez dit oui, de la part de qui? Oui, de certains époux qui se rendent compte que leur épouse a eu une prise de conscience. Voilà, elle n'est plus encore dans cette bestialité Mais vous accompagnez des couples, vous accompagnez monsieur et madame, ou ça vous arrive d'accompagner qu'une seule personne? Voilà, souvent une seule personne. Voilà, parce que comme il a dit, il y a certaines personnes qui pensent que c'est trop arrivé, moi je ne me vois pas en train d'aller voir quelqu'un d'autre, alors que tout est mélangé. Dernière question, vous pensez que vous êtes une coach extraordinaire? Non, pas extraordinaire. Qui fait là où les autres échouent? L'humilité, toute mise en part, je pense que je le fais bien mon métier. D'accord, humilité. Merci, Brice. Coach, merci. Je vous en prie. On a entendu quelque chose tout à l'heure. J'ai du sang qui coule dans les veines. Mon bien-être d'abord. S'il s'amuse, c'est pénalty, balle au centre. Balle au centre, tout de suite. Est-ce que si des personnes regardent cette émission-là aujourd'hui et qu'elles agissent comme vous estimez que c'est le modèle, c'est le modus operandi qu'il faut dans un couple ou c'est lié à votre personne? En fait, il y a d'abord moi. Et puis il faut que les gens comprennent qu'il faut être vrai.
Un mariage se fait pas sur du faux. Et puis on ne peut pas penser qu'on peut tout porter sur soi, croyant réussir un mariage. Comme l'autre l'a dit tout à l'heure, c'est le deuil. Est-ce que vous êtes une femme soumise, coach Mada? Je suis une femme très soumise. Mais qui crache ses vérités. Si vous voulez que je vous explique ce que c'est que la soumission. Mais qui crache ses vérités. Coupez le mot en deux. Soumission. Soumis, émission? Non, émission? Soumission. D'accord. Je me mets à chaque fois soumission pour la réussite de mon couple. Quel bilan faites-vous de votre expérience professionnelle, de votre vie professionnelle, je dirais? Ben oui, un beau bilan. Un beau bilan. Est-ce que vous savez ce que c'est? Lorsqu'un couple t'invite à la Mecque, tout VIP payé, à plus de 12 millions pour dire merci pour ce que tu as fait. Grâce à vous, on n'a pas pu passer l'autre camp, ça aurait été une bêtise. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'un couple vous appelle 2 fois dans l'année successivement? On veut que vous partiez faire la Umrah parce qu'on sait que vous êtes plus dans la spiritualité. Nous, on vous offre cela. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Lorsqu'une dame vous croise quelque part pour vous dire, en train de pleurer, vous ne pouvez pas comprendre, coach Mada. Grâce à vous, si je vous avais connu tôt, c'est une satisfaction personnelle. Ça me donne envie d'être coach, hein, Brice? Il y a de quoi, hein? Et ça, je vous le dis. Coach Mada, je vous regarde droit dans les yeux pour vous demander, est-ce que vous avez aimé l'émission? J'ai adoré l'émission, surtout les petits groupés sur ma personne. J'ai aimé. C'était gentil, hein? Non, j'ai compris, il n'y a pas de problème. C'était beau. Coach Mada, vous revenez quand vous voulez. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Le roi que je suis et la cour vous souhaite une bonne fin de journée. Rejoignez-vous demain pour un autre numéro de PPLK. D'ici là, que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la petite voix.